Bienvenue chers téléspectateurs à une nouvelle émission au programme Écologique Terra où on va reconnaître les dernières nouvelles de l'environnement en Égypte et partout dans le monde. Vous êtes invité à suivre un compte rendu sur la chasse aux phoques au Canada et comment sauver cet animal en distinction. Et vous êtes invité aussi à suivre un autre compte rendu sur l'effet de mercure sur les neurones. Vous allez suivre aussi un commentaire sur un atelier tenu à la française à l'occasion de la journée de la langue arabe. Le sujet principal de cette émission est centré sur les maladies de foie qui ravagent l'Égypte, et ce, à cause des mauvaises habitudes dans la nutrition des Égyptiens et la pollution écologique ainsi que les causes et les raisons de cette maladie. Le chirurgien dentiste irlandais, le professeur Emanuela Mezanetti, a conseillé d'utiliser l'huile de noix de coco pour traiter la gingivité et les douleurs qui accompagnent cette inflammation. Et ce parce que l'huile de noix de coco est un antibactérien et un antimicrobien. Il recommande de mettre 2 gouttes d'huile de noix de coco dans un demi-verre d'eau et de mettre sa brosse à dents dans ce mélange avant de se laver les dents. Cette solution stimule la circulation du sang dans les gencives, ce qui profite et fortifie les dents et les os de la mâchoire. Elle permet aussi d'éliminer de la bouche les microbes et les bactéries. Le piranha noir est l'animal dont la morsure, rapportée à la masse et à la taille de l'animal, est la plus puissante de toutes. Avec leurs muscles des mâchoires hypertrophiés, les piranhas sont capables d'exercer une force équivalente à 30 fois leur corps et leur poids. Il existe de grands prédateurs tels que les requins blancs ou les alligators, réputés pour leur puissance de la mâchoire. Mais on oublie un peu trop souvent le piranha et plus particulièrement le piranha noir, qui est pourtant le champion en termes de puissance. En effet, avec ses muscles de la mâchoire hypertrophiés, capable d'exercer une force équivalente à 30 fois son poids, et le piranha surclasse tout le reste du règne animal. La chasse aux phoques traditionnelle ou commerciale est pratiquée dans plusieurs pays, principalement au Canada, au Greenland et en Namibie, dont le but d'en récupérer principalement la fourrure, mais aussi la viande, la graisse ou l'huile et les os. Les phoques sont chassés généralement sur la glace, soit à distance au moyen d'une arme à feu, soit à proximité au moyen d'un hockey pick. Pratiquée traditionnellement depuis plusieurs milliers d'années par divers peuples, surtout pour l'alimentation humaine, la chasse prend une tournure principalement commerciale au fil des siècles. Durant les années 60, la popularité de la fourrure de phoque dans l'industrie de monde européenne augmente. En effet, la chasse anime un débat dont les antagonistes sont principalement les chasseurs et les opposants à la chasse, parfois appelés groupes animalistes. Des scientifiques, des personnalités politiques et des célébrités participent aussi au débat. Des faits, images et témoignages avérés, faux ou manipulés, sont mis de l'avant par des différents camps, souvent dans le but d'influencer d'opinion publique. Quelques artistes se sont également inspirés de la chasse aux phoques. Parmi les arguments fréquemment utilisés par les opposants à la chasse figurent la cruauté, l'inefficacité des méthodes de chasse, la possibilité de remplacer les produits de phoque, le faible impact économique et l'impact environnemental.
Ceux qui soutiennent la chasse clament souvent la situation économique précaire des communautés des pêcheurs, les qualités nutritives des produits du phoque, l'efficacité des normes et des méthodes de chasse et la population saine de phoques. Plusieurs pays, incluant certains ayant historiquement chassé le phoque, dont l'Union européenne et les États-Unis, interdisent en tout ou en partie la chasse ou le commerce des produits du phoque. La plupart des pays permettent la chasse, disposent eux-mêmes de réglementations à ce sujet. Certains autres pays, comme la Chine, ouvrent leur marché aux produits. Good, Sika. Dans la nuit du 19 janvier 2013, la première convention sur le mercure a été adoptée à Genève par 140 États après 4 années de négociations sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE. Au début des années 2000, le PNUE engage une réflexion visant à élaborer une stratégie mondiale, seule capable de réduire les émissions globales de mercure face à la diversité des sources et des secteurs impliqués. Le mercure et ses composés sont toxiques pour le cerveau, le système nerveux, la vision, l'ouïe, les reins et le système cardiovasculaire. Les émissions globales de mercure dans l'atmosphère menacent la santé humaine, l'environnement, la chaîne alimentaire. De plus, dans les milieux aquatiques, au contact des bactéries, il se transforme en méthylmercure, la forme la plus toxique du mercure. C'est au cours des années 1953-1960 que l'extrême neurotoxicité du méthylmercure fut reconnue lorsqu'à Minamata, au Japon, des milliers d'enfants sont nés avec des lésions cérébrales irréversibles et de lourds handicaps sensoriels et moteurs. En cause, la consommation par les femmes enceintes de poissons de la baie de Minamata, où étaient déversés des rejets des usines employant le mercure dans les processus de fabrication. Symboliquement, la convention sur le mercure devrait être signée à Minamata en octobre 2013 et porter le nom de Convention de Minamata. Les experts indiquent que l'entrée en vigueur de la Convention prendra environ 3 ou 4 ans, le temps de laisser au minimum 50 États de ratifier. Le mercure sera interdit d'ici à 2020 dans les thermomètres, instruments de mesure de tension, batteries, interrupteurs, crèmes et lotions cosmétiques et certains types de lampes fluorescentes. La présence de mercure dans les amalgames dentaires, une spécificité française, devrait être progressivement réduite. L'utilisation du mercure sera réduite également lors des phases de production industrielle. Des solutions sont également apportées concernant le stockage de la substance et le traitement des déchets. Un accord planétaire est donc inéluctable pour parvenir à limiter l'impact de ce polluant chimique et ses méfaits sur la santé.